Aujourd'hui, nouvel épisode, on va vous parler d'un livre, Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Le pourquoi, c'est la raison d'être qui est la source de notre passion et de notre inspiration. On a tous un pourquoi, il reste simplement à le trouver et à le vivre. Dans le livre, en fait, il y a vraiment deux types de pourquoi. Là, on parlera essentiellement de notre expérience sur le pourquoi individuel. Essayer de mettre du sens ou en comprendre pourquoi on fonctionne de telle ou telle façon, ça aide vraiment dans la vie, parce que ça permet aussi de se foutre la paix, quoi. Ça va correspondre au coup de hache que vous allez mettre dans un tronc pour faire tomber l'arbre et pour récupérer le bois. Je me rends compte que, je vais passer 40 ans à couper toute la forêt et après, on se rend compte que finalement l'argent c'est un moyen d'échange, mais que ce qui compte réellement c'est la valeur derrière. Et on se fait également attaquer par le chat. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Une petite gorgée, on y va. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui cherche à savoir pourquoi il existe. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Hello Seb, hello à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va vous parler d'un livre, parce qu'on vous savez qu'on aime bien les livres, on en parle régulièrement, et on a lu Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Vous connaissez peut-être Simon Sinek, gros TED Talk, des milliards de vues, alors peut-être pas, mais on y est presque, on s'en rapproche en tout cas, qui nous parle de ce concept de commencer par le pourquoi. C'est un livre qui s'appelle donc Trouver son pourquoi, qui est la suite de Start with Why, qui est en gros le premier livre de Simon Sinek qu'il a fait après son TED Talk. En gros, il avait fait une conférence de 15 minutes qui a bien marché. Il s'est dit, du coup, trop bien, je vais pouvoir faire un livre de 200 pages dessus. Il s'est très, très bien vendu. Et honnêtement, on n'a pas lu le premier, mais du coup, on a lu le deuxième qui est très pratico-pratique. Le premier livre, du coup, va expliquer un peu pourquoi c'est essentiel de connaître justement son pourquoi. On va détailler vraiment ce sujet et aller au-delà du cliché, parce que moi, j'avais pas mal de clichés là-dessus. On en reviendra un peu là-dessus, Wesley. Et du coup, sur ce livre, on explique concrètement comment on fait pour trouver son pourquoi et comment on explicite après c'est comment et c'est quoi. Voilà, on reviendra un peu sur ce sujet-là. On expliquera peut-être un peu ce qui s'est dit dans la conférence à la base, histoire juste de vous mettre ça dans le contexte. Du coup, c'est un livre qui a été écrit avec Simon Sinek et il l'a fait avec David Mead et Peter Drucker. Ils ont créé cette méthode, ils l'ont essayé, appliqué à plein de gens. Et voilà, donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Mais avant ça, n'oubliez pas d'aller nous mettre vos évaluations sur la plateforme de podcast de votre choix. On pense notamment à Apple Podcasts, sans faire de favoritisme. Ça nous aide à monter dans les classements, dans les charts comme on dit. Et ça permet de faire connaître Systemator également. Et puis même c'est simplement un son de cloche de votre part de vous manifester, de dire voilà ce qu'on a bien aimé, voilà ce qu'on peut-être pourrait améliorer. Et voilà, c'est à vous de nous faire signe. Vous pouvez également nous retrouver sur le site systemator.tech et pour interagir avec nous. Merci. Et puis, particularité maintenant, tandis que Wesley en ce moment est à Lyon, eh bien, on fait les podcasts en face à face, donc on se voit, on n'a plus de simples courbes pour nous définir. Et on se fait également attaquer par le chat qui monte sur le matériel. Donc c'est parfait. Sur ce, on va commencer. C'est parti. Alors Wesley, question à 4000 €. Tu es prêt? Pourquoi trouver son pourquoi et c'est comment? C'est parti. Premier palier. Déjà, donc Simon Sinek, il a écrit plusieurs livres. Il a commencé par, alors je sais pas si c'est son premier livre, mais il y a eu ce TED Talk, comme tu l'as dit en début d'épisode, qui a cartonné, qui était Start with Why, commencer par le pourquoi. C'est le titre traduit en français, commencer par le pourquoi. Et il parle du concept de cercle d'or. Qu'est-ce que c'est le cercle d'or? C'est imaginer trois cercles les uns dans les autres, comme une cible de fléchette finalement, avec le pourquoi qui constitue le cœur de cette cible, le comment qui correspond au cercle juste autour, et le quoi qui va être le cercle à l'extérieur. Le concept de cercle d'or consiste à dire que la plupart des entreprises et au sens large du terme, ça peut être même les organisations à but non lucratif, se définissent par ce qu'elles font. Or, Simon Sinek a remarqué que
ce qui fait la différence, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Et les entreprises qui arrivent qui ont un pourquoi fort et qui arrivent à le définir, à le déterminer, ont généralement des meilleurs résultats que les autres parce qu'elles sont reliées à ce qu'il y a de plus intime et de plus important finalement, indépendamment de la forme que ce pourquoi va prendre. Donc voilà, je vais redéfinir le pourquoi, que ce soit bien clair pour tout le monde. Le pourquoi, c'est la raison d'être, qui est la source de notre passion et de notre inspiration, dans notre vie professionnelle notamment, mais ça s'applique à la vie privée aussi. On a tous un pourquoi, selon Simon Sinek et les autres auteurs du livre. Il reste simplement à le trouver et à le vivre. Alors pourquoi le pourquoi est-il essentiel ? Ça fait beaucoup de pourquoi, mais c'est important. Parce qu'il nous donne envie de nous lever le matin. Je reprends la phrase de Simon Sinek, ça nous donne envie de nous lever le matin en ayant cette envie d'aller travailler et de rentrer le soir épanoui par le travail accompli. En parlant d'épanouissement, Simon Sinek fait bien la distinction entre l'épanouissement et le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose d'éphémère. On peut être heureux dans son travail parce qu'on a signé un nouveau client ou parce qu'on a une promotion. C'est cool, tu vois, c'est le bonheur instantané, mais le problème c'est que c'est fugace, ça va très vite s'évanouir, tandis que l'épanouissement, lui, c'est un sentiment qui est plus profond, plus durable, parce que justement, il provient de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Il provient du pourquoi. Je vais vous lire dans le livre, page 13-14, parce qu'on a effectivement tous les deux acheté le livre, la version française. Prenez vos manuels. Prenez vos manuels, Page si 13, vous l'avez. 14, Si vous l'avez à tout hasard sous la main. C'est cool. un livre, alors peut-être il coûte 27,50 €. C'est quand même un livre qui a un certain prix, mais qui est très intéressant. On en reparlera un peu après. Donc du coup, page 13-14, Wesley. Oui, là, je suis pas Tu veux nous lire les deux pages ou Non, je vais lire Ça va, juste deux argumentaires de vente, et on vend du papier. Alors voilà le premier argumentaire. Nous vendons du papier. Nous proposons un produit de qualité supérieure au meilleur prix. Nous sommes moins chers que tous nos concurrents. Vous nous en achetez ? Ça, c'est le premier argumentaire. Et là, Et tu vas nous faire l'argumentaire revisité avec ce travail. Exactement. Le deuxième, à quoi sert une idée à moins d'être transmise ? Notre entreprise a été fondée pour contribuer à la diffusion des idées. Plus celles-ci sont propagées, plus elles sont susceptibles d'avoir un impact sur le monde. Il existe pour cela divers moyens, parmi lesquels l'écrit. C'est là que nous intervenons. Nous fabriquons du papier pour recueillir les mots qui formuleront de grandes idées. Vous nous en achetez ? Voilà, sans le bégaiement à la fin. Et voilà, j'imagine que vous avez votre préféré parmi ces deux argumentaires. La différence, c'est que le premier, il est basé sur le quoi, ce que fait l'entreprise. Bah oui, on vend du papier moins cher, peut-être meilleure qualité ou peu importe. Alors que le deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Et ça fait toute la différence, quoi. À valeur égale du bien, même si le deuxième est finalement peut-être plus cher ou même pas aussi bien que le premier, tout de suite on est fasciné par cet argumentaire de vente. Sébastien, ouais. Du coup, il y a un peu ce côté aussi, enfin, je fais un peu l'avocat du diable, mais le côté un peu, ouais, ça fait très marketing. C'est vrai que là, on parle un peu de grandes missions, de grands termes, et je pense que c'est souvent une objection que j'ai, par exemple, quand je parle un peu de comment est-ce qu'on fait un discours ou un argumentaire de vente émotionnel ou identitaire. Et les gens se disent, oui, mais du coup, c'est surtout du marketing. Et du coup, est-ce que c'est vraiment important ? Surtout quelqu'un qui va avoir un esprit très rationnel et qui n'a pas un peu cette... voilà, qui est un peu réticent à ce genre de discours. Parce que, tu vois, là, il y a aussi un truc, c'est que c'est un livre très américain, hein, quand même. Je pense qu'on peut le dire. Les Américains, ils sont habitués à dire, tu vois, à partir un peu, faire des histoires tout le temps. Assez extrême, assez presque caricaturaux, parfois, dans leur manière d'aborder des choses. Le storytelling, c'est partout, et du coup, genre le mec, voilà, il te raconte, s'il a pris sa douche le matin, il va te raconter une histoire autour de ça pendant 15 minutes, tu vois. Et donc, du coup, en France, c'est vrai qu'on a une façon un peu différente de réagir, et qui va plus être, plus douce, plus calme au niveau du marketing. On a un peu moins tendance à essayer de se lâcher, même si ça change un peu, enfin, je sais pas, mais en tout cas, les marques qui se démarquent, justement, font ce pas-là. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait, c'est juste du marketing? Eh bien, j'ai envie de te donner cette réponse et de vous la donner à vous qui nous écoutez. Ça correspond exactement à mon point suivant, c'est que les deux points ne sont pas incompatibles. On a plusieurs hémisphères dans le cerveau, on a plusieurs zones du cerveau. Je suis pas cervologue, je suis pas expert du cerveau. Je sais bien que ça se dit pas cervologue, mais voilà. Et justement, on a plusieurs zones du cerveau qui vont correspondre à plusieurs niveaux de raisonnement ou d'absorption des idées. Il y a le
le quoi, ce que tu vas faire, ça va répondre aux besoins rationnels. Ça correspond à la zone du néocortex. Je crois que c'est le devant, le cortex préfrontal. C'est la zone aussi qui correspond au langage et voilà, comme je viens de le dire, à tout ce qui est rationnel. Donc, ça nous permet facilement d'exprimer ce que tu fais. On vend du papier X millimètres, X grammes ou je sais pas. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, lui, il n'est doté d'aucune capacité langagière. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'exprimer nos émotions. Ça correspond à quelque chose qu'on va ressentir. Et Simon Sinek le relie au comment et au pourquoi dans le cercle d'or. Et finalement, le produit idéal et l'argument l'argumentaire de vente idéal, sans dire que ça fait marketing ou pas, c'est celui qui arrive à tout aligner. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit que le papier qu'on vend permet d'exprimer des grandes idées et de changer le monde à sa manière, indirectement à sa manière, qu'il n'est pas aussi un papier de qualité et qu'on peut pas aussi vous donner le grammage du papier et combien il y a de feuilles dans la rame et qu'il est ça pourrait être d'ailleurs un autre argument de vente par rapport au pourquoi que il correspond à une filière bois respectueuse de l'environnement, etc. Mais les faits sont évidemment importants et c'est important de les citer, mais toute chose égale par ailleurs, c'est mieux d'avoir un pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai envie de donner l'exemple de Jérôme, le mec qu'on connaît tous les deux. Vous connaissez peut-être un Jérôme, mais nous, on pense à un Jérôme en particulier qui est excellent en vente. Et justement, ce gars-là, j'avais parlé avec lui, j'avais dit, mais du coup, toi qui est très rationnel, Jérôme, est-ce que tu penses que c'est mieux de vendre de manière rationnelle ou est-ce qu'on fait appel à l'émotionnel? Et il m'avait répondu sans hésiter, non, c'est l'émotionnel, Wesley. On vend majoritairement par l'émotionnel, même en vendant un produit B2B, on fait appel avant tout à l'émotionnel. Même le mec le plus rationnel, il y a ses émotions qui vont prendre le dessus à un moment ou à un autre. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir les deux, quoi. Si tu es juste dans le pourquoi, mais que ton produit, c'est de la merde, et même on peut pas aller loin. L'idée, c'est d'avoir les deux. T'as l'émotionnel et l'identitaire aussi. C'est un peu les trois niveaux de persuasion. C'est la partie rationnelle, c'est pas ce qui va vous faire la différence, parce que du coup, on va juste comparer sur des trucs très clairs, genre les caractéristiques, le prix, les émotions. Déjà, une marque qui vous fait ressentir plus d'émotions quand vous l'utilisez ou qui dans son message va vous faire sentir plus d'émotions, va plus vous attirer. Puis après, tu as toute la partie identitaire, le niveau plus puissant encore. Par exemple, je sais pas, si tu as une Tesla, par exemple, c'est que sans doute tu t'intéresses beaucoup à la technologie, tu aimes les belles voitures et aussi tu peux te le permettre. Donc ça véhicule un certain statut social et c'est effectivement cette combinaison, les bons argumentaires de vente, les meilleurs. Et c'est ça qui est très difficile, c'est réussir à combiner ces trois niveaux. C'est-à-dire que dans un argumentaire de vente, on va faire appel à ton côté identitaire, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te représente ou qui tu n'es pas aussi. Qu'est-ce que tu fais ressentir aux gens? Et puis après, rationaliser les achats, parce que c'est super important. On dévie un peu sur le pourquoi, mais là, on parlait d'argumentaire, rationaliser un peu les choses, te dire, en fait, t'as ressenti tout ça, mais regarde aussi, c'est intéressant parce que A plus B. Ouais. Et finalement, on pourrait dire, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer, que le pourquoi, il est intime, il est intérieur, il est interne. Le pourquoi, le cerveau limbique et le fait d'aimer quelque chose de façon émotionnelle. Tandis que la rationalisation, c'est plus externe, ça va être extrinsèque. On va pouvoir justifier ça autour de nous en disant non mais attends, quand même l'iPhone, il envoie du fat, regarde les stats, regarde on peut comment plus se mettre d'accord, quoi, en fait. Parce que on peut prendre l'exemple d'Apple, évidemment, il a été utilisé et réutilisé dans tous les sens, mais c'est toujours un bon exemple. C'est que Apple, en soi, ils font peut-être pas les téléphones les plus performants. Je suis pas un geek de technologie, mais ils font pas les téléphones les plus performants. En tout cas, si on ramène ça au prix, il y a plus performant qu'Apple. En revanche, ça a été les meilleurs à véhiculer le fait que leurs produits permettaient à l'individu je ne veux pas dire de s'affranchir, mais j'écoutais ça d'ailleurs ce matin, je regardais une vidéo de Simon Sinek avant de venir chez toi, Seb. Steve Jobs a réussi à véhiculer cette idée que un individu peut concurrencer une grosse organisation, une grosse entreprise, et lui être créateur de quelque chose parce qu'il a son ordinateur personnel ou qu'il a son iPhone. Ou on va beaucoup plus loin. Alors là, je dévie encore sur un autre livre de Simon Sinek qui s'appelle The Infinite Game, mais c'est quelle est cette grande vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle permet de faire à quelqu'un. Et finalement, le produit, c'est juste, comment dire en anglais, a byproduct, c'est-à-dire
une résultante Une de cette expression. grande vision qu'on a. Ça prend cette forme-là parce que c'est ce qui est le plus logique. En l'occurrence, avoir un iPhone dans la main, bah, ça nous permet d'être, et c'est vrai qu'on l'est, d'une manière, on est dépendant, clairement, iPhone ou autre téléphone, hein, d'ailleurs, mais on est aussi relié au savoir du monde entier. C'est un autre débat, après, la question réside dans comment on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise pour le bien ou est-ce qu'on l'utilise pour procrastiner? Bon, c'est une autre question. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre cette notion de cercle d'or, et trouver son pourquoi, en somme, c'est avoir cette capacité d'exprimer clairement ce qui va nous combler, comprendre ce qui dicte notre comportement, et faire des choix plus intentionnels dans notre carrière et notre vie privée parce qu'on sait ce qui nous anime finalement, plutôt que de faire les choses un peu au hasard et se dire bon, ça me plaît mais je sais pas vraiment pourquoi. Là on sait vraiment ce qui bouge l'aiguille, tu vois, sur le cadran, ce qui fait bouger l'aiguille, et ça rend tout le reste plus simple, dans le sens où on a moins d'efforts à faire une fois qu'on a trouvé son pourquoi. Yes. Et alors, peut-être pas assez précisé, par contre, c'est que dans le livre, en fait, il y a vraiment deux types de pourquoi. Le pourquoi individuel et celui collectif. Et, là, on parlera essentiellement de notre expérience sur le pourquoi individuel, qui est quand même super important parce que, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire d'un manière collective et qui peut créer justement des bons argumentaires de vente. C'est pour ça qu'on avait un peu parlé de ça. Voilà, on reviendra un peu essentiellement pour le moment sur cet épisode en tout cas. Peut-être qu'on en fera un autre plus tard sur pourquoi collectif quand on aura vraiment testé, appliqué ça. Mais nous, on a surtout appliqué ça pour le moment sur nos personnes. Toi, Wesley, moi, Seb. On a réfléchi un peu là-dessus. On a fait les exercices. Effectivement, cette recherche du pourquoi et ce livre en particulier qui est un guide pratique, il est quand même intimement relié à la vie des entreprises ou des personnes au sein des entreprises. Tous les exemples qui sont donnés, c'est ça. On en revient toujours au domaine professionnel. C'est important de le mentionner. Et effectivement, il y a cette question du pourquoi collectif et du pourquoi individuel. Et une fois qu'on a trouvé son pourquoi, on va pouvoir le relier à ce qu'on fait. Parce que finalement, je me suis rendu compte aussi en faisant on va en parler après dans la partie suivante, mais que ce que je fais, finalement, c'est pas si important que ça. Alors, je dis ça paraît peut-être abusé, mais c'est important, mais ça l'est moins que le pourquoi. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de se détacher aussi du projet et de s'attacher davantage à, ok, mais à travers ce projet, quelles sont les valeurs de moi-même que j'exprime finalement et que je permets de faire vivre dans ce monde. Et entre le quoi et le pourquoi, il y a le comment. Ce sont les actes que nous accomplissons lorsque nous sommes à notre optimum naturel pour donner vie à notre pourquoi. C'est un petit peu les dons naturels qu'on a, ce dans quoi on est bon, et ça nous permet de mettre en œuvre le pourquoi, justement. Parce que finalement, deux pourquoi peuvent être très similaires, mais c'est la combinaison du pourquoi et des comment qui va nous permettre de nous démarquer. Et cette combinaison, elle va être unique. Je sais pas à quoi je pourrais le comparer, mais c'est comme un code, en fait, une combinaison de chiffres. Tu peux avoir le même premier chiffre que quelqu'un d'autre, mais sur une série de 15 chiffres, il y a très peu de chances que tu aies la même combinaison de 15 chiffres. C'est super intéressant, encore une fois, parce que je me rends compte aussi d'un truc, Seb, c'est que plus tu penses à très long terme et plus tu dézoomes de ta petite personne et de ta petite discipline ou ton petit marché ou ton secteur d'activité, et plus le pourquoi a de chance de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Parce que finalement, je suis intimement convaincu que, on l'a vu dans le livre d'ailleurs, les pourquoi se ressemblent, et Simon Sinek le dit, les pourquoi de, je sais plus si c'est les deux co-auteurs ou d'autres personnes, des personnages dans le livre, mais ils ont les mêmes pourquoi. C'est vraiment la même chose. La phrase est différente, mais c'est très proche. Mais c'est dans les comment qui vont se différencier. Et finalement, on veut tous le meilleur pour l'humanité d'une manière ou d'une autre. C'est comment est-ce qu'on crée un monde un peu meilleur demain, quoi. Ouais, en gros, il y a pas mal de ça. C'est vrai que, en fait, il y a toute une procédure là-dessus. Là, l'épisode va aussi être un peu pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on va expliquer un petit peu les étapes. Mais il y a vraiment ce côté. Moi, quand je l'ai fait faire l'exercice à toi, Wesley, je l'ai fait faire récemment et à quelqu'un d'autre de mon entourage. Je me suis rendu compte, mais en fait, il y a des trucs qui reviennent et j'avais presque peur que l'autre personne me sorte la même chose que toi, en fait. Il y a des choses qui sont similaires, mais au final, c'est quand même personnifié, en fait, comme phrase. Et c'est pas juste une phrase sortie du chapeau. Quand quelqu'un vous exprime un peu son pourquoi, alors ça dépend, c'est de la procédure et de la façon dont ça a été fait, évidemment. Mais en tout cas, avec cette méthode-là, c'est pas une phrase qui est sortie du chapeau. C'est pas une phrase imaginée par des gens dans le marketing, en fait. C'est une phrase que n'importe qui peut sortir et réfléchir et voilà, en prenant le temps de le faire. Et c'est ça qui est assez magique, je trouve. C'est que ils ont réussi à
au-delà d'exprimer ce concept du pourquoi. Moi, c'est une phrase que j'ai entendue tout le temps. Pourquoi tu fais ça? Ouais, mais essaie de comprendre pourquoi tu fais ça. Sauf que les gens te disent ça, mais ça t'aide pas en fait, parce que tu es en mode j'en sais rien. Et en fait, là, ce que j'ai aimé personnellement dans ce livre, c'est que ok, tu veux trouver ton pourquoi, voilà comment il faut faire. Voilà la méthode qu'on a utilisée sur des centaines et des centaines de personnes, et voilà pourquoi ça marche. Et ça t'aide vraiment. Et tu te rends compte que c'est un travail qui prend du temps. Il faut 4 heures environ pour le faire, et plus de la préparation avant de passer à la procédure. Et ça a transformé un peu ma vision que j'avais du pourquoi, qui était un truc un peu dev perso, un peu mystique, un peu inutile. Un peu bullshit, ouais. Voilà, un peu comme les valeurs. Moi, j'avais pas mal je crois que j'en avais parlé dans un épisode, mais j'étais un peu réfractaire à cette idée de valeurs. Je me dis, ouais, au final, tout le monde parle de ces valeurs, mais comment tu les vis, à quoi ça ressemble, tout le monde a les mêmes. Et en fait, quand on fait le travail sérieusement avec quelqu'un qui te guide là-dedans, en fait, tu te rends compte que ça a vraiment un intérêt, et que tu peux comprendre surtout tes mécanismes et les émotions qui te génèrent. Que, par exemple, tes valeurs servent surtout à comprendre tes émotions, par exemple. Le pourquoi, c'est pareil. Maintenant que je connais le mien, ça n'a pas changé ma vie, mais par contre, je peux mettre du sens sur plein de choses. Je pense que c'est un peu le même principe que des gens, tu vois, qui sont atteints, je ne vais pas dire d'une maladie, mais d'un syndrome ou quelque chose, tu vois, qu'ils ont eu toute leur vie. Par exemple, les gens qui peuvent avoir du fort QI, tu vois. Tu as des gens, ils apprennent ça super tard. Et ils se disent, en fait... Oui, tu voulais dire un fort QI, un QI élevé. Parce que du fort QI, je pensais que c'est une maladie. Je me suis dit, merde. Non. Un QI élevé, tu vois. Mais qui ne le savent pas, ouais. Doué, potentiel, comme tu veux. Parce qu'en fait, c'est des mécanismes de pensée un peu différents. Tu as l'impression d'être un peu différent de l'entourage parce que tu as une façon de faire bien à toi, ou tu ressens les émotions XXL, ou tu vois, tu as des spécificités qui te paraissaient... tu comprenais pas dans ta vie pourquoi. Et puis tout d'un coup, on t'explique, en fait, ça s'explique parce que dans ton cerveau, il fonctionne comme ça. Et donc, c'est pour ça que tu ressens telle ou telle chose. Et c'est normal. Et en fait, tu as plein de gens qui ont ça aussi. Et là, tu fais, ah ouais. Et du coup, tu te rends compte que tu dézoomes un peu sur ta vie. Tu fais, mais en fait, ça explique des choses, en fait. Des choses que tu as fait inconsciemment toute ta vie, ça les explique. Ouais. C'est un peu ce que j'ai ressenti, en tout cas, en trouvant pourquoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça nous permet de justement glisser sur la deuxième partie, qui est comment trouver son pourquoi, nos résultats à nous. Et je crois que tu l'as bien introduit, Seb. L'idée, c'est pas de sortir une phrase qui sonne bien de notre chapeau et par rapport à nos désirs futurs, c'est surtout de regarder dans le rétroviseur, de se dire, voilà les temps forts de ma vie. Et je vais revenir en détail. Et ah ouais, le fil conducteur ou les fils conducteurs entre toutes ces expériences, c'est ça, ça et ça. Et de ce fait, je remarque que dans ma vie, dans une situation donnée, voilà les valeurs auxquelles je me raccroche, voilà les croyances auxquelles je me raccroche, qui font que je vais manœuvrer dans cette épreuve de ma vie, qu'elle soit positive ou négative. Ça, c'est des étiquettes qu'on met, mais qu'elle soit bénéfique ou qu'elle soit difficile à vivre. C'est vraiment identifier ce qu'on appelle nos thèmes récurrents, justement, dans l'exercice du pourquoi. Alors, la première grande étape, ça va être de rassembler vos souvenirs. Ça, c'est quelque chose, c'est un travail préparatoire qu'on a fait avant la rencontre avec Seb. Donc, voilà, l'idée, c'est concrètement vous remémorer peut-être 5, c'est à peu près 5 histoires. Moi, j'en ai trouvé 6 phares de votre vie qui, marquantes. Quels sont vos plus grands souvenirs? Ça peut être un truc qui paraît insignifiant pour les autres, mais vous avez par exemple aidé un jour cette grand-mère dans la rue qui allait se faire écraser. Ça peut être quand vous avez failli vous cracher en avion. Ça peut être quand vous avez eu cette promotion, vous avez, je sais pas, chanté sur scène devant 300 personnes. Moi, j'ai une histoire, en gros, j'ai bu un coup avec un pote que j'avais pas vu depuis longtemps. J'avais un gros projet de web télévision dans le passé, et j'avais géré beaucoup de gens à cette époque-là. Et donc voilà, ça faisait plaisir, on discutait. Et moi, une de mes histoires, c'est que cette personne m'a dit, grâce au projet que tu as lancé et la place que tu m'as donnée dedans, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et aujourd'hui, je suis en train de monter la filiale de ma boîte au Japon. Waouh, ouais. Et en fait, c'est une phrase, cet instant a duré littéralement 15 à 30 secondes. Moi, je me suis dit, ah waouh, et ok, j'ai foiré mon projet, mais si c'est pour qu'on me dise ça 3 ans plus tard, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, c'est ça, quoi. C'était incroyable, tu vois. Et au final, ça peut être des choses comme ça, des choses qui, d'extérieur, peut-être les gens vont vous dire, oh ouais, mais bon, c'est cool, mais voilà. Mais peut-être que on s'en fout, quoi. C'est vraiment, vous l'avez ressenti comment? Et moi, d'ailleurs, je trouve, donc, ces 5 histoires, en fait, l'idée, c'est de leur donner un titre et de détailler. Vous faites 4-5 lignes. Et vraiment, moi, ça m'est venu direct, quoi. Les 5 idées, les 5 premières idées, c'est souvent les bonnes. Parce que si elles te viennent en tête tout de suite, c'est souvent c'est quelque chose à exploiter, qui compte le plus pour toi, tout simplement. Je sais pas si ça t'a fait la même chose d'ailleurs. Ouais, franchement, les 5, je les avais tout de suite, quoi. Après, comme j'en avais 2 histoires périphériques. Ouais.
Mais globalement, les 6, elles sont venues, elles étaient devant moi, quoi. Yes. Donc, rassembler nos souvenirs, c'est la première étape. Ensuite, donc, il y a cette rencontre avec, il y a besoin d'un autre, parce que ce que dit Simon Sinek, et les auteurs, je dis Simon Sinek, mais il y a aussi David Mead et Peter Drucker qui ont fait le boulot, on a besoin d'un autre pour se regarder soi. Ouais. On a besoin d'un autre qui va jouer le rôle de miroir, et ce rôle est ultra important. C'est important que la personne ne vous connaisse pas trop, mais qu'elle ait envie de réellement vous aider. Donc, c'est quand même... oui, voilà, encore toute proportion gardée quand même, parce que moi, je l'ai fait passer à toi, Wesley. Ouais. On se connaît quand même plutôt bien. Ouais. Donc, au final, voilà. Ouais. Faut pas que ce soit quelqu'un de ta famille, par exemple. Tu vois, si c'est Oui, si bien c'est un sûr. parent ou un Ouais, frère et on sœur, se là, comprend. c'est plus compliqué, je pense. Mais voilà, ça peut être même un ami proche. Mais en tout cas, il faut que cette personne soit aussi capable d'être objectif et détaché de vous et de ce qu'elle aimerait entendre de vous. Ça, c'est super important. Il faut savoir identifier ce genre de personnes. Tu sais, des fois, tu as des amis que tu adores, et des fois qui essaient de projeter des choses sur toi, ou qui essaient de te voir d'une certaine façon, qui disent non, mais tu devrais plutôt faire ça, parce qu'ils ont leur référentiel. Ouais. Ça, il faut éviter, je pense, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que ça peut rater. Ouais, carrément. Et donc, on se rencontre, on s'est vu avec Sébastien. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je lui ai raconté chacune de mes histoires en détail. J'ai passé le temps que j'ai passé, mais franchement, j'ai passé bien, peut-être une demi-heure par histoire, 20 minutes, une demi-heure par histoire, je sais pas, ça a bien toi, pris t'es du temps. bavard aussi. Je suis bavard. Et l'idée, la personne en face est là pour vous poser des questions, mais qui vous aident à développer. C'est pas des questions orientées, c'est justement des questions ouvertes quand il y en a. Mais si la personne si vous avez de la matière, partagez-la, et la personne en face va noter les points importants. C'est ce que tu as fait, Seb. Par exemple, je crois que je te posais des questions. Ah, ok, tu as dit tel terme, mais est-ce que tu peux développer ? Voilà. Tu as exprimé telle émotion. Qu'est-ce que tu as ressenti exactement dedans ? À quoi tu pensais ? Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens encore ? Et ça permet en fait d'avoir des fois des phrases ou des mots qui ressortent, qui sont super importants. Yes, on va en reparler juste après. La personne donc qui vous aide à trouver votre pourquoi, à la fin des 5-6 histoires, voilà, le nombre d'histoires que vous avez, elle va pouvoir identifier des thèmes récurrents parce que bon, je vais peut-être pas détailler toutes les micro-étapes, mais elle va vous ressortir vos propres phrases, vos propres mots-clés, vos propres formules. Et c'est vrai que c'est quand même marrant de voir à quel point nos propres mots sont le reflet de nos croyances. Moi, c'est une réalisation que j'ai eue, c'est ah ouais, mais en fait c'est ça qui m'active, c'est ça qui me motive, c'est comme ça que je fonctionnais à l'époque, ou que je fonctionne encore. Et par exemple, mes thèmes récurrents, moi c'était un des thèmes récurrents, c'était être pleinement dans quelque chose ou pas du tout, avec cette liberté de jouer, tu vois. Un autre, c'était faire les choses consciencieusement, être honnête, responsable, diplomate. J'en avais un autre qui était relier les choses, relier les gens, les idées, voyager, briser la glace. Un autre, c'était un peu plus violent, c'était imposer son style, sa puissance, vaincre. Et enfin, il y avait accepter les choses, accepter les règles, la réalité du terrain tel qu'elle est. Et c'est vraiment marrant parce que ce soit dans des échecs ou dans des réussites, encore une fois, c'est complètement subjectif de cartographier les choses comme un échec ou une réussite. Et ben, on retrouve ces thèmes récurrents. C'est comme si c'était, je te l'ai dit Seb, les deux faces d'une même pièce finalement. Moi, je le vois que quand j'ai vu le DJ Joachim Garraud l'été 2008 et que ça m'a donné envie de me lancer dans la musique, j'ai admiré sa puissance, son contrôle absolu de la scène, du club, etc. Et quand j'ai voulu prouver à mon père que j'étais un mec fort et rapide, et que j'ai un peu plus tard fait une hépatite fulminante et j'ai dû être greffé du foie, c'était aussi une manière de montrer que je peux vaincre et que je suis le meilleur et que je suis performant. Il y en a un qui m'a conduit à une de mes plus grandes passions aujourd'hui, qui est la musique, et l'autre qui a failli me conduire à la mort. Mais finalement, on retrouve cette motivation dans deux histoires, même sûrement dans plus. Je ne me souviens plus du détail de toutes mes histoires et de ce que tu as trouvé au fur et à mesure, mais pour vous donner des exemples concrets de comment on identifie les thèmes récurrents. Et c'est vrai que c'est déjà une claque énorme en fait de se dire mais c'est moi qui ai dit ça. Parfois on sait, parfois je me souviens, je dis je me souviens dans quelle histoire je te l'ai dit, mais parfois j'étais c'est mes propres mots quoi. Genre quoi par exemple, tu en as en tête? Il y avait, à un moment, tu m'as dit, il y avait un truc assez violent, là. C'était quoi ce mot ? Il y avait vaincre. Attends, il y avait brutal. Voilà, le mot brutal. À un moment, j'étais sorti dans une histoire où, pourtant, c'est pas de violence physique, hein, mais j'ai sorti le mot et je me reconnaissais pas là-dedans. Mais finalement, c'est reconnaître notre part d'ombre aussi. Ça, c'est super intéressant. Hein. En mode Star Wars, tu vois, le côté obscur de la force. Mais finalement, il y a toujours cette force-là et elle s'exprime de différentes manières. Quand t'es acculé et que la vie te pousse dans tes retranchements et que t'es dos au mur, tu vas afficher un visage de toi
qui va être différent du visage, de ton visage lorsque tout roule, quoi. Ouais. Mais à l'intérieur, c'est les mêmes composantes et finalement, elles vont se manifester différemment. Un peu comme l'eau, finalement, on va changer d'état en fonction de la température, en fonction des conditions. Et ben votre liquide, votre formule spéciale, qui est la vôtre, du pourquoi et des comment, elle va se manifester différemment dans différentes situations. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il dit Simon Sinek, c'est qu'en fait, le pourquoi, c'est quelque chose qui peut se découvrir assez tôt finalement, parce qu'après 17 ans, 18 ans, à peu près, tu auras déjà vécu toutes les émotions possibles, tu as déjà passé par tous les stades possibles d'émotions. Alors après, tu vas revivre des choses qui vont être plus ou moins dures, c'est différent en termes d'intensité, ça va être différent évidemment en fonction de ce qui va se passer dans ta vie. Mais globalement, à partir de 17-18 ans, tu as déjà vécu toutes les choses qui vont forger qui tu es. Ouais. Alors, ok, ça va s'affiner, mais globalement, tu as les histoires phares qui peuvent te permettre de le faire. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire très tôt, très jeune. Moi, je l'ai fait à 25 ans. Mais c'est aussi des choses que des gens, des fois, de 70 ans peuvent faire, quoi. Bien sûr, tout le monde peut le faire. Et c'est à super partir intéressant. de cet âge-là, si vous nous écoutez, que vous avez 18 ans, bon, bah, c'est possible, quoi. Yes. Même 16 ans. Hein. Si vous avez 5 ans, c'est plus compliqué. Et ce qui est marrant, c'est que moi mes 6 histoires, elles se sont toutes produites à partir de mes 18 ans, 19 ans, je crois, la musique, ouais. Et c'est marrant parce que si je suis sûr que je devais trouver 5 histoires avant 18 ans, bon, forcément, elles seraient un peu plus loin parce que j'ai 30 ans maintenant, elles me paraîtraient plus loin, mais effectivement, je les trouverais facilement. Et ce serait marrant de faire le test et de voir si on retrouve les mêmes choses, quoi. Mais moi, les miennes, ça commençait quand j'avais 13 ans, par exemple. La partie suivante du processus consiste à identifier aussi nos contributions et nos impacts. Donc là, ça correspond à ce dans quoi tu es bon et ce que tu apportes finalement autour de toi. Je vais pas trop m'épancher là-dessus, hein, c'est un truc à faire, hein, de toute façon. Et ensuite, et ça, on le trouve à partir des thèmes récurrents notamment. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'étais bon et que j'aimais relier des idées. C'est ça, d'ailleurs, la créativité, c'est faire des ponts entre des choses qui, a priori, n'ont rien en commun, relier des gens. Ça a été une de mes contributions. Et l'impact, c'est faire se rencontrer des personnes qui ne se seraient peut-être pas rencontrées sinon, et qui vont créer des belles choses ensemble, quoi. Comme deux gens qui vont se mettre en couple, ça m'est arrivé. Je pourrais créer mon agence matrimoniale, ils sont toujours ensemble. Donc, on touche du bois, on va peut-être les aider à trouver leur pourquoi. D'ailleurs, en parlant de pourquoi, le mien que j'ai trouvé, alors la phrase, elle est pas finale. Je me donne le choix de la modeler au fil du temps, parce que c'est ce qu'il dit, Simon Sinek. Si vous trouvez pas, la phrase, elle doit pas être figée à la fin de l'exercice. Vous pouvez la remodeler, elle va prendre sa forme avec le temps. Mais moi, c'est quelque chose autour de mixer les disciplines de manière à relier les gens. On avait trouvé aussi avec Seb, mixer les univers de manière à relier les mondes, ça peut être relier les opinions, et elle doit suivre cette formule de contribution X, Y, Z de manière A, impact ABC. Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, le mieux, c'est de le faire encore une fois et d'avoir les pages devant soi ou d'avoir quelqu'un qui vous guide. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé les pourquoi, on va pouvoir revenir à nos thèmes récurrents et en extraire des comment. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire seul. Seb et moi, on l'a fait chacun de notre côté. Et moi, dans mes comment, je vous les donne rapidement, il y avait me donner la liberté de jouer, agir consciencieusement, oser imposer / partager mon style, parce que imposer, c'est un peu violent, mais c'est vraiment accepter ma différence finalement et la montrer au monde. Et enfin, accepter la réalité telle qu'elle est, accepter les règles du jeu. C'est marrant, il y avait beaucoup, moi j'ai identifié cette problématique de transgresser les règles et accepter les règles. Tu vois, j'ai beaucoup cette dualité-là ça me fait chier de respecter des règles et c'est pour ça que j'ai raté tel ou tel examen dans ma vie, je t'en ai parlé à Seb. Et en même temps, comprendre qu'il y a des règles qui sont comme ça et si je suis pas prêt à jouer le jeu, ça sert à rien de le jouer et je fais autre chose. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs me donner la liberté de jouer et finalement de créer mes propres règles dans un univers préexistant. C'est-à-dire, je vais... quand je crée de la musique, il y a des choses à respecter. Je peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment, sinon ça va pas marcher. Si le truc est pas à minima paramétré, ça rend pas à minimum dans les standards. Je parle au niveau vraiment exécution technique, ça va pas le faire. Tu vois, si on enregistre notre podcast et qu'il y a un bruit blanc derrière qui fait comme ça pendant tout l'épisode, ce sera pas supportable. Donc les gens pourront même pas l'écouter. Mais à partir du moment où tu respectes les règles de base,
bah, tu peux créer ton style et vraiment, la jouer à ta façon, quoi. C'est ça qui est intéressant. Moi, pour partager peut-être le mien, alors je l'ai fait avec quelqu'un qu'on a reçu sur ce podcast, c'est Gregor Osbolt, qui m'a coaché pendant un moment. Donc même les coachs ont besoin de coach. Hein, Comme les médecins ont besoin de médecins. Exactement. Parce que justement, un peu d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on a dit en fait. Trouver son pourquoi, on peut pas le faire seul. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit c'est quoi ton pourquoi et trouve-le, bah ouais, mais merci, mais comment je fais? Bah tu peux pas en fait. Tu peux juste pas le trouver seul. Et du coup, c'est un peu le même principe. Et donc du coup, voilà. Nous, ce qui est sorti, la phrase qui est sortie, c'est j'analyse les points forts d'un individu pour l'aider à construire son projet idéal. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en fait. Quand quelqu'un me dit bah aujourd'hui, grâce à toi, est-ce que tu m'as mis entre les mains, bah j'ai pris confiance en moi et aujourd'hui je monte la filiale de ma boîte au Japon. Bah, je suis là waouh, c'est incroyable quoi. Également, il y a plein de choses sur lesquelles ça se retrouve. Par exemple, dans mon quotidien, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur argumentaire de vente, à développer leur boîte, à trouver des clients. Bah en fait, je construis certes ma boîte en faisant ça, mais surtout la leur aussi. Tu vois, puisque je passe du temps avec eux à réfléchir, à dire, OK, t'as envie de faire ça, on va réfléchir à comment on le met en place. Et en fait, ça fait vraiment sens, quoi. Autre grosse question existentielle que j'ai eue récemment, c'est, on est en train de monter la nouvelle boîte autour de la chaîne YouTube qui fonctionne bien, ITLFR. Et du coup, se pose la question, qui va être le CEO, le PDG de la boîte? Et les regards se tournent un peu vers moi, parce que c'était moi qui était un peu l'instigateur de ce projet-là, qui appelait un peu tout le monde en mode viens, on lance un site là-dessus, et puis qui a un peu donné les grands axes qui nous ont permis, les grands axes stratégiques qui nous ont permis d'atteindre le niveau qu'on a, même si j'ai pas fait l'exécution, j'étais quand même beaucoup moins. Et puis moi j'avais cette grosse question, tu vois, je sais pas si j'ai envie d'être CEO, tu vois, parce que le CEO c'est un rôle très donc PDG, c'est un rôle très impliqué, il faut que tu sois hyper impliqué dans le projet et c'est vraiment celui qui doit vraiment rendre les comptes et vers qui tous les regards se tournent lorsqu'il faut prendre une décision difficile, tu vois. Et j'étais en mode c'est vrai qu'avant c'était un truc un peu brillé sur le devant de la scène, ça me faisait vraiment kiffer. En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Alors j'aime bien être enfin voilà, parce que en fait, t'as toutes les emmerdes qui vont derrière, si tu veux. Donc moi j'aime bien rayonner si tu veux, mais si je pouvais ne pas avoir les emmerdes, ça m'irait très bien aussi. Et donc du coup, j'étais pas forcément prêt à endosser ce rôle. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit dans l'équipe, il y a une personne que je vois CEO et c'est telle personne. Donc, je dis le nom de la personne. Et en fait, du coup, on a travaillé sur son pourquoi à elle, juste après le tien. Ouais, je crois que c'est même le lendemain Ouais, le après lendemain le matin, tien. tu m'avais dit, ouais. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'était incroyable, c'est que elle a vraiment un pourquoi de CEO, quoi. Tu vois. Et dans le sens où il y a vraiment cet esprit dans son pourquoi d'harmoniser des équipes, tu vois, de faire en sorte que les gens se sentent bien entre eux et impliqués dans un projet, qu'ils trouvent du sens dans le projet, tu vois. C'est un petit peu cette idée. Alors j'ai pas la phrase sous les yeux en gros, mais tu vois, dans ces histoires, il y avait le terme créer une bulle protectrice, par exemple, et tout plein de choses qui fait que je me dis, oh, mais ça va me faire une super CEO, quoi, quelqu'un qui veut vraiment créer un espace pour les gens qui sont dans la boîte, dans le projet, pour que ça se développe bien. Et voilà. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça donne vraiment beaucoup de sens et beaucoup d'orientation là-dessus. Et tu vois, le fait que je me dise, ok, j'ai pas envie d'être CEO, mais par contre, je pense que telle personne dans l'équipe, elle devrait être CEO parce qu'elle a toutes les capacités, j'en suis sûr, et dans tous les cas, tout ce qui lui manque, elle va l'apprendre assez vite. Elle, c'est son rêve un peu de vivre un peu de vraiment à fond dans ce milieu-là, jeux vidéo et tout ça, quoi, tu vois. Moi, c'est pas vraiment une finalité pour moi. Ça me fait kiffer parce que les missions sont cool, c'est un milieu sympa et je le connais bien. Mais je suis pas un gros gamer, par exemple, tu vois. Souvent, les gens, quand je dis que je travaille un peu dans le milieu jeux vidéo, ils m'assimilent à quelqu'un qui joue beaucoup. En fait, je joue quasiment jamais. Et du coup, ouais, je me suis dit, voilà, j'ai envie de l'aider à construire ça, à être pleinement acteur dedans, puisque je reste dans les cofondateurs et avoir un rôle important, mais elle, vraiment, sur le devant de la scène. Et au final, j'ai analysé ça après, en fait, en mode, en fait, ça fait trop sens avec mon pourquoi. Et toi, ouais, t'es en plein dans ton pourquoi, c'est ce que j'allais dire, justement, de propulser l'individu à être dans son pourquoi en trouvant ses points forts, quoi, notamment. Ouais, voilà. Et moi, je sais que je suis un peu une girouette, quoi. J'aime bien passer d'un projet à l'autre et je sais que ce projet-là, ouais, je pense que je vais le faire un paquet d'années, mais au bout d'un moment, ça va me saouler, j'ai envie de faire autre chose ou voilà. Donc voilà, je suis de base, je me sens de base moins impliqué dedans à long terme. Et du coup, je pense que c'est pour cette raison-ci que j'ai fait, bon, allez, il faut pas que ce soit moi et telle personne, moi, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne. Ça me fait penser à Oussama Hamar, ce serait marrant de connaître son pourquoi.
Ouais. Parce que lui, finalement, il saute quand même de projet en projet en aidant des startups. Yes. Effectivement, c'est super intéressant de voir en fait quel rôle on joue dans le grand échiquier finalement de l'humanité, quoi. Quelle partition on joue. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Moi, je suis un homme d'image, hein, j'adore les images et finalement mon pourquoi aussi fait sens par rapport à ça. Mixer vraiment les univers pour relier les gens. Mixer par exemple la musique avec le développement personnel, ça c'est un projet que j'ai et ça va sortir en 2020. J'en ai même parlé avec Raj d'Autodisciple récemment. On pourra peut-être mettre même le lien vers la vidéo. Ouais. Je vais une petite séance d'autopromo si vous voulez en savoir plus. Mais effectivement, quand on est dans son pourquoi, on le ressent, quoi. Yes. Et les choses ont du sens. Moi, je vois vraiment ça finalement comme un orchestre un petit peu, tu vois, où chacun joue son instrument. Et t'en as qui sont plus chefs d'orchestre ou qui vont justement harmoniser le tout. Et voilà, quelqu'un qui crée son entreprise, elle aussi, elle va être aussi petit chef d'orchestre, mais l'entreprise, elle a tu vois, dans le jeu vidéo, t'as quelque chose de quand même assez, même si c'est pas tangible dans le sens où on peut pas le toucher, c'est le jeu vidéo, on sait de quoi on parle. Alors que t'as le mec qui va être plus dans le coaching autour pour aider les gens à eux créer quelque chose. Ouais. C'est ça la nuance. Mais finalement, c'est toujours une mise en abîme, en fait, un inception infini. C'est ça. Où finalement, toi, tu vas acheter ton pain chez quelqu'un et lui, t'es son client et lui, c'est peut-être le client. Enfin, tu vois, Et puis jusqu'où aussi ça marche, c'est bon. Il y a aussi tu sais, tout ce qui est biais de confirmation. En gros, tu vois un truc, tu te dis ah oui, mais en fait c'est pour ça et on a besoin en tant qu'être humain de s'expliquer. Donc il y a sans doute des choses où on est un peu biaisé dessus. Mais en même temps, ça fait quand même du sens. Et en fait, c'est essayer de mettre du sens ou en comprendre pourquoi on fonctionne de telle ou telle façon. Ça aide vraiment dans la vie parce que ça permet aussi de se foutre la paix, quoi. C'est ça, parce que moi, en définitive, et ce serait mon dernier mot là sur cette partie du comment trouver son pourquoi, la vie n'a pas de sens, quoi. Ça peut être très nihiliste, mais j'adore le dire et le redire. Et l'idée, c'est pas de rester sur cette idée de dire ah la vie n'a pas de sens, machin, et de faire de l'existentialisme. C'est juste de se dire que en vrai, en tant qu'espèce animale évoluée, enfin si on enlève l'évoluée, les espèces animales, elles vivent. Est-ce qu'elles ont conscience d'elles-mêmes? Bon, c'est toute une question scientifique, mais en tout cas, podcast sur les chats qu'on a fait. Mais en tout cas, voilà, le chat, il existe, il est à côté de moi d'ailleurs, il dort. Et finalement, à part survivre avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire se nourrir et être en sécurité, etc., et se reproduire pour assurer la descendance, qui émanent naturellement j'allais dire son pourquoi. Non, qui sont innés. Le chat se pose pas la question j'ai envie de baiser, quoi, j'ai envie de ken. Il le fait parce que la nature le pousse à le faire et ça tombe bien parce que c'est ce qui fait qu'il y a encore des chats aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et finalement, si on met ça de côté, nous en tant qu'être humain, notre raison d'être, elle est absolument subjective et c'est à chacun de la trouver ou en tout cas elle est le fruit de notre vie, de tout ce qu'on vient d'échanger justement. Mais dans l'absolu, on pourrait très bien, c'est à nous de choisir finalement. Et c'est ça qui est d'ailleurs terrible, à la fois terrible et magnifique dans le fait d'être humain. C'est ça, quoi. C'est la liberté du choix, mais qui est un putain de dilemme aussi, quoi. Yes. Donc la vie, elle a le sens qu'on décide de lui donner. Ou qu'on lui trouve en faisant l'exercice du pourquoi. Exact. On va pouvoir passer à l'activator, mon cher Wesley. Absolument. Alors, dans l'activator, on vous donne tous les outils nécessaires pour activer ce que vous venez d'apprendre, hein, parce que c'est cool de consommer Systemator en mode Netflix, mais en vrai, vous allez avoir 2 fois plus de résultats si vous le faites, même 3 fois plus si vous appliquez ce qu'on dit. Donc, on va vous donner un peu de 3 astuces. Donc, on vous expliquer un petit peu globalement quel est l'intérêt du pourquoi et comment le mettre en place et qu'est-ce qu'il faut faire. On vous expliquer qu'il fallait être à 2, il faut être avec quelqu'un qui soit capable de faire votre miroir, qui ait envie de vous faire cet exercice et en même temps qui vous connaisse pas trop et qui soit pas forcément biaisé. Donc il y a quand même une posture assez particulière à avoir. Ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, et c'est un peu la première fois qu'on fait ça sur Systemator, donc c'est de vous aider à le faire. Si vous avez envie d'avoir quelqu'un pour vous faire passer ce pourquoi et pouvoir définir votre pourquoi, on a avec Wesley monté une offre pour vous permettre en fait de le faire avec nous. Donc en gros, dans les notes de l'épisode, vous avez un lien, vous allez dessus et si vous êtes OK avec le tarif annoncé et que vous avez envie de le faire, vous le faites et puis on prend rendez-vous de 15 minutes. Je vous appellerai pour vous expliquer en gros qu'est-ce que vous devez préparer,
vous rassurer, poser toutes les questions nécessaires avant et répondre à vos questions. Et après, on se bloquera 4 heures de notre temps pour qu'on puisse vous faire cet exercice-là. Et à la fin, vous aurez votre pourquoi. Vous aurez cette phrase-là qui va vous permettre de donner un peu du sens, un peu plus de sens sur votre quotidien, sur ce que vous faites. Et vous aurez aussi l'exercice pour faire les commandes que vous pourrez faire tout seul. Et voilà, donc on vous propose de le faire, de vous le faire passer. Voilà, si vous n'avez pas forcément envie de chercher quelqu'un là-dessus ou d'acheter le livre et de tout lire, c'est quelque chose qu'on vous propose. Finalement, le livre, c'est vraiment un outil, quoi. C'est vrai que Wesley, moi, j'ai un peu cette tendance à me dire, quand je prends un livre, je lis de la page 1 à la dernière page, tu vois. Et là, c'est plus un livre que j'ai lu un chapitre, puis après l'autre, et j'ai lu quand j'en avais besoin. Mais au final, il y a toujours ce truc, tu peux pas le faire tout seul. Et justement, d'ailleurs, dans le livre, il y a toutes les pages facilitateurs si quelqu'un veut le faire passer. Donc voilà. Donc si vous avez envie d'avoir quelqu'un et que vous avez envie que ce soit nous qui vous faisions passer ce pourquoi, eh ben n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis les 3 premières personnes, on va vous faire un petit tarif préférentiel. Et puis après, si vous écoutez ce podcast plus tard, je pense que l'offre sera toujours disponible. Allez voir. Puis voilà, si c'est OK pour vous, on part ensemble. Moi, j'ai un petit peu d'expérience dedans, du coup, parce que je l'ai fait passer à plusieurs personnes. Je fais passer à toi, Wesley, à ma collègue. Les 2 fois ont été des succès dans les 2 cas. Donc, je suis assez confiant là-dessus. J'ai aussi pu expérimenter et prouver un peu la technique. Je l'ai passé aussi avec Grégor, du coup, le coach qu'on a interviewé il y a quelques temps, qui a traversé la Manche à la nage. Donc, je sais aussi ce que c'est qu'être de l'autre côté. Et voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans l'Activator. Ouais, et moi, je vais le faire passer à ton équipe, hein, Sébastien. Yes. Bientôt. Donc, je l'aurais fait passer à un groupe. Et, c'est un cap. Ouais, c'est bien d'être dans les deux côtés du fauteuil, quoi. Enfin, dans les 2 fauteuils, des 2 côtés de la table. Si on a envie de le faire, moi je trouve ça c'est rigolo, tu vois, d'écouter les histoires un peu des gens et de pas prendre une posture de jugement, et juste d'aider, tu vois, et de dire OK, t'as ressenti ça, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que, etc. Et c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera sans doute peut-être un autre épisode plus tard sur le pourquoi d'équipe. Là, on en parle pas mal, parlé pourquoi individuel. Pour vous informer, là qu'on vous a parlé, c'est du pourquoi individuel. Et si du coup, si on a un retour d'expérience plus concret et un peu plus d'expérience sur le pourquoi d'équipe, on proposera plus tard. Mais voilà, en gros, ce qu'on vous propose. Et si ça vous intéresse, c'est sur systemator.tech, T-E-C-H. Et sinon, dans les notes de l'épisode, vous avez les liens de nos trucs de la semaine et puis le lien vers cette offre pour qu'on découvre votre pourquoi ensemble. Et en attendant, ce que vous pouvez faire et qui est totalement gratuit, c'est, mon cher Wesley, aller mettre des avis sur Apple Podcasts. Aller mettre des étoiles parce que on se rend compte que Systemator, c'était un peu notre petite phrase de début. On n'a pas pris le temps de définir notre pourquoi de Systemator. En revanche, on a affiné notre position et ça devient de plus en plus clair. Voilà, de l'orientation que le podcast prend et de ce qu'on a envie la contribution qu'on a envie d'apporter au monde. Donc, si vous vous sentez aligné avec le contenu qu'on partage et ce que ça vous apporte, eh bien, vraiment la meilleure manière de nous aider, c'est de nous dire merci avec des chiffres, c'est-à-dire avec des étoiles, et puis même entendre des retours. Hein, Seb, t'as régulièrement des gens qui te disent que qui sont fans, voilà, même si il y a pas des milliards de personnes, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir un retour, quoi. Parce que finalement, quand on crée du contenu sur le web et qui plus est un podcast, c'est difficile parfois d'avoir de la visibilité sur ce qu'on fait. Lorsqu'on est sur scène, on voit tout de suite comment le public réagit, on voit combien il y a de personnes dans la salle. Mais quand on est sur Internet, et si vous créez du contenu, vous êtes aussi dans cette position, eh bien, on est obligé d'aller chercher justement ces feedbacks. Donc, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Yes. C'est vrai que le podcast est particulier parce que sur YouTube, tu as les commentaires, tu as les pouces bleus, pouces rouges. Bon, t'arrives à peu près à te faire une idée de ce que pensent les gens, même si c'est souvent la masse, la masse la plus brillante qui s'exprime, et toute la partie silencieuse qui représente 80% de l'audience ne s'exprime pas. Et voilà, donc voilà. Mais le podcast, c'est un peu particulier parce que des fois, on est un peu tous les deux et on sait que des gens écoutent, mais après, on n'a pas forcément tout le temps des commentaires et c'est une bonne façon d'entrer en contact avec nous. Et puis sinon, sur systemator.tech, T-E-C-H, vous avez pas mal d'autres moyens de le faire.
On s'est rendu compte que notre Slack ne marchait pas. Du coup, alors pas qu'il marchait pas, que les gens ne venaient pas, mais que juste techniquement il y avait un problème. Donc il faut qu'on prenne le temps de le régler, mais ça va venir et on réfléchit justement à comment est-ce qu'on pourrait constituer une communauté Systemator qui soit vraiment utile pour vous, qui serve à quelque chose, pas juste une communauté en plus comme il y en a partout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on va passer au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, c'est un article que j'ai lu hier soir. J'avais commencé à le lire il y a 1 mois ou 2 mois. Et je l'avais pas fini. D'accord. L'article en question. Et il s'appelle, c'est Wealth and Money. C'est vraiment, ça parle de la richesse par rapport à l'argent. Un article écrit par Paul Graham. Le meilleur site, le plus beau site de l'histoire. Le site est dégueulasse, mais l'article est riche et c'est un genre d'article qui prend, franchement, j'ai bien mis une grosse une demi-heure. J'ai pas calculé, mais c'est un article très long avec des milliers de mots qui va vraiment dans le détail. Les choses sont très bien expliquées et tout ça pour dire que j'ai un peu mieux compris la notion de richesse par rapport à la notion d'argent. Je crois que c'est exprimé très bien par cette idée, c'est que si on vous donnait une machine magique, non pas à remonter le temps, mais à créer n'importe quoi, à créer ce que vous voulez, eh bien, vous n'auriez pas besoin d'argent. Si vous pouvez dire, bah là, j'ai envie d'une maison, la machine te sort une maison. J'ai envie de voyager aux USA, ok, tu peux voyager. Donc, on se rend compte que finalement, l'argent, c'est un moyen d'échange, ok, mais que ce qui compte réellement, c'est la valeur derrière les choses, derrière les services, les produits que l'on crée, et que vouloir créer une entreprise pour faire de l'argent, le site pour faire de l'argent, c'est une grande erreur. Même pas seulement parce que l'argent, tu vois, il y a des gens qui pensent que l'argent c'est mal ou quoi, c'est que non, ça ne peut pas marcher. C'est mis à part le fait d'obtenir de l'argent par des moyens illégaux ou malveillants, ce qui arrive toujours aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de lois maintenant qui interdisent le vol ou voilà, la fraude ou l'arnaque, le piratage, toutes ces choses-là, ou voilà, créer un monopole ou tu vois la mafia. Il cite vraiment ces exemples dans le texte. Paul Graham, ça peut faire sourire, mais c'était des manières de gagner plus d'argent avant. La meilleure, ça reste quand même de créer de la richesse, au-delà de la dimension morale ou éthique ou légale. C'est que ça reste la manière entre guillemets la plus facile et la moins risquée pour encore une fois gagner bien sa vie. Il explique un petit peu comment fonctionne une startup, que finalement c'est des années de travail, peut-être 40 ans de travail concentrés en 4 ans, parce que les personnes qui sont dans les startups, c'est des petites équipes hyper productives et qui vont chercher à s'attaquer à un très grand problème. Et encore 4 ans, c'est si ça marche, si ta startup marche, c'est plus 10 ans, quoi. Oui, au final. Ouais, mais là, il parle vraiment des premières années du lancement et il dit à quel point les 10 premières personnes, voire les 5 premières personnes sont importantes et que la productivité, il fait un calcul grosso modo, mais il dit qu'entre un salarié lambda, sans pointer personne du doigt, et un développeur en startup, par exemple, qui va être hyper boosté sur le projet et qui va se donner à fond, il va déjà travailler plus longtemps, mais il va aussi être plus efficace, il va être plus concentré parce qu'il va pas être interrompu, il va être plus compétent. Et finalement, tu as un ratio qui peut aller jusqu'à x100 en productivité, entre x10 et x100. Elle est là la valeur finalement. Un autre exemple aussi, enfin une autre notion qui développe, et je pense que je pourrais terminer sur celle-là, c'est la question de la part de gâteau. La richesse dans le monde, lorsqu'on apporte plus de valeur, par exemple, retaper une voiture dans son garage, c'est un exemple qu'il donne justement dans l'article, on ne rend pas le monde plus pauvre, enfin on le rend plus riche, mais on a tendance à croire que quand on crée de la valeur, la personne qui va acheter notre produit, elle va perdre quelque chose. Alors qu'en fait non, elle a donné de l'argent en échange d'une valeur ajoutée d'un véhicule rénové par rapport à un véhicule qui est une épave. Et finalement, on a augmenté la taille du gâteau de la valeur, de la richesse mondiale. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que quand on comprend ça, on n'est plus dans une dynamique de compétition de je dois prendre les terres du voisin pour être plus riche, mais du coup, lui, il a moins de terres. C'est non. Les terres, elles sont partout et on peut les créer à tous les endroits. Alors, en l'occurrence, dans le monde géographique, là, j'ai ta map sous les yeux, Seb, le monde, il a une finitude, mais la richesse qu'on peut créer, elle est infinie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les explorateurs du 15e, 16e siècle venus d'Europe, qui ont découvert le Nouveau Monde,
ce qu'ils ont changé, et je crois que il en parle dans Sapiens aussi, Yuval Noah Harari, c'est qu'ils sont allés chercher voilà, en allant trouver des nouvelles contrées, ils sont allés chercher de nouvelles parts de gâteau qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire plutôt que d'aller voler des terres aux voisins et d'assassiner tout le monde. Alors, ils ont un peu assassiné aussi des gens, donc l'idée c'est pas de dire c'est bien, super, la conquête du monde, mais en tout cas ces terres qui étaient pour la plupart inexploitées par l'humain, elles ont représenté un Eldorado, et c'est pour ça que l'Europe est devenue dans ces années-là le continent le plus riche de la planète. Donc ouais, c'est vraiment important, je trouve, de disséquer les choses et de vraiment comprendre comment les choses sont foutues, quoi. Même, j'ai presque envie de dire de manière scientifique, parce que ça rend vraiment tout le reste plus simple. Ouais, quand je dis économique, c'est avec un processus scientifique, dans le sens où on va vraiment décomposer les choses comme si on décomposait des molécules en atomes. Mais oui, d'ailleurs, c'est intéressant de réfléchir un peu à comment créer l'argent, par exemple, ce genre de sujet. Parce que, en fait, c'est des sujets sur lesquels on n'est absolument pas éduqué, sauf si tu fais la démarche de le faire. Et en fait, c'est très intéressant d'essayer de comprendre, au-delà de la partie un peu complot, tu vois, capitaliste, ça permet de vraiment comprendre un peu comment fonctionne le système, l'économie, la macroéconomie, de manière générale. Parce qu'en fait, du coup, même si c'est des termes un peu barbares, un peu compliqués, si on défriche un peu ça, on comprend mieux certaines choses. Et par exemple, l'argent, il n'y a pas de stock d'argent. Il n'y a pas une quantité limitée d'argent que tu peux avoir. Tu peux avoir enfin voilà, tu crées de la richesse, donc on crée de l'argent en quelque sorte. Oui, bien tout sûr. Le temps. L'argent est censé refléter la richesse. Le problème, c'est que la Banque centrale américaine, machin, je suis pas très grand connaisseur, mais effectivement, parfois on peut imprimer plus de billets que la vraie richesse. Ou tu vois, quand on prête l'argent, il peut y avoir un peu ce phénomène de bulle qui fait que la monnaie, l'argent vraiment créé, qu'il soit tangible ou pas tangible, mais l'argent ne reflète pas la valeur réelle des choses, et c'est ça qui peut créer un déséquilibre. Mais bon, c'est un autre débat qui prendrait 3 heures, quoi. Yes, exactement. Très intéressant. Yes. Donc l'article de Paul Graham, il y aura le lien du coup dans les notes. Mais c'est fat, j'ai envie d'en lire d'autres des articles comme ça, parce que c'est long, mais c'est le genre de choses, en fait, vraiment, tu te crées je terminerai là-dessus, tu te crées une culture, pas dans le sens je suis allé voir 3 musées, c'est cool, mais un vrai savoir, et vraiment comprendre les choses. Surtout quand tu es entrepreneur, dans leur structure, c'est hyper important d'avoir un savoir économique et business, en fait, pour te dire, au-delà juste, par exemple, c'est une différence par exemple entre quelqu'un qui va se dire je suis freelance et je monte une boîte. Souvent, il y a surtout un élément de mentalité sur le côté, ok, si tu décides vraiment de monter ta boîte de manière plus large, et ok, tu peux être indépendant, mais un peu moins freelance. Freelance, c'est un peu ce côté, d'ailleurs, c'est connoté dans l'idée que les gens s'en font, un peu genre je prends l'émission qui vient et je suis pas trop organisé finalement. Et alors que quand tu es indépendant, que tu as vraiment une structuration, souvent, alors après c'est des mots qu'on pose, chacun peut prendre les mots de l'un ou de l'autre, mais on imagine plus cette idée un peu de structure, de business model, de réflexion là-dessus. Et c'est des sujets super intéressants, parce qu'en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte que, une des façons de gagner le plus d'argent, c'est d'avoir un meilleur business model, d'avoir une meilleure façon de faire son offre, de faire son tunnel de vente, d'avoir un processus de vente. Ça, c'est un moyen incroyable pour faire beaucoup plus d'argent et plus facilement. Moi, par exemple, dans le coaching, avant, je suis parti totalement à l'arrache, et en 1 an, j'ai pu faire x10 sur les prix, parce que j'ai compris les éléments importants là-dedans. Et maintenant, ce que je travaille le plus, c'est génération de clients pour la simplifier, pour optimiser à fond. Là, par exemple, hier, j'ai fait un événement où il y avait une petite conférence, un petit atelier comme je fais d'habitude, il y avait 12-15 personnes, je chopais 4-5 rendez-vous. Alors qu'avant, j'en chopais un maxi, quoi. Là, j'ai chopé 4-5 rendez-vous, ils se sont posés et j'ai optimisé ça. Et je sais que les rendez-vous, ils fonctionnent quasiment tout le temps pareil. Et en fait, c'est génial parce que du coup, avant, j'avais la pression de me dire, j'ai pas beaucoup de leads. Donc, du coup, il faut vraiment que je fasse quelque chose que je sois très bon. Et en même temps, j'avais la pression sur le rendez-vous de vente. Maintenant, je suis en mode, ok, c'est cool. Je sais exactement ce que je vais dire. Je sais ce que la personne va me poser comme question de manière générale, à peu près. Voilà, j'ai vraiment simplifié la vente. Et en fait, c'est trop bien parce que en fait, c'est automatique. Et chaque heure que je passe, je les vois pas passer parce que c'est facile et je me concentre juste sur le client, à essayer de lui apporter des choses, la valeur, des choses qu'il comprend. Et puis après, il signe pas. C'est pas grave, mais j'aurais fait le nécessaire. Et je sais après que j'ai les relances, etc., qui sont aussi prévues. Voilà. Et tout est clarifié. Et c'est un bonheur parce qu'en fait,
t'as plus à te prendre la tête sur ah ouais, mais du coup j'ai reçu telle personne, il faut que je prenne un rendez-vous, quand est-ce que je le fais, qu'est-ce que je dis au rendez-vous. En plus t'es vachement dépendant de ton humeur autrement. C'est-à-dire que si t'as pas de système, tu te dis bah ok, si je me suis mal levé ce matin et que j'ai pas d'énergie, qu'est-ce que je fais? Alors que si tu sais ok, bah je présente A B C parce que le client va avoir besoin de tel et tel élément, forcément t'ajustes en fonction des cas à chaque fois. Mais du coup, t'as standardisé finalement ta façon de vendre. Et du coup, ça te simplifie la vie, ça simplifie la tête. Et c'est génial. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, je reviens là-dessus. C'est hyper important de consulter ce genre de contenu, même avancé, parce que c'est en le consultant et même en le reconsultant, en relisant des fois des choses, on va recomprendre, comme quand on voit un film, quand tu regardes le même film, des fois tu vois des choses en plus, tu comprends des dialogues en plus. Et c'est hyper important de développer cette culture un peu business, un peu économique, c'est de comprendre comment fonctionnent les choses, parce qu'en fait, ça va vous simplifier la vie. Si vous comprenez comment les choses fonctionnent, vraiment, pour de vrai, et pas juste prendre tout ce qui est facile. Tu vois, je pense au slashing, par exemple. Je pense qu'on pourra faire un sujet là-dessus, parce que moi, le terme slasher, c'est un terme que j'aime pas, parce que je trouve que, à part si t'es slasher, personne comprend ce que c'est. Et c'est un peu la facilité en mode, je mets des slash entre des professions, au lieu de faire vraiment un truc unique qui marcherait de ouf. Exactement, et moi, je l'ai fait avec des clients. Des gens qui se disaient slasher, et je fais non, ça marche pas, les gens comprennent pas ce que tu fais, et regrouper ça en une offre qui soit incroyable et qui soit totalement unique, et t'as personne en concurrent derrière, et c'est génial, quoi. Voilà. Dernière métaphore j'ai une image là pendant que tu parlais, pour que ce soit clair pour tout le monde. Moi, ça m'aide encore une fois, les métaphores, les images. C'est comme si, on va imaginer une forêt. Vous voulez couper du bois, ok? Et vous allez utiliser une hache pour ça. Et votre journée de travail, votre semaine, votre mois, votre année de travail, donc on va penser au travail client par exemple, ça va correspondre au coup de hache que vous allez mettre dans un tronc pour faire tomber l'arbre et pour récupérer le bois. Le fait de monter en compétence, ça va être d'utiliser un autre outil, avoir une hache plus aiguisée ou d'avoir une tronçonneuse. Ça va être ça. Mais le fait de lire aussi ensuite des contenus comme ceux de Paul Graham, comme celui que j'ai lu hier, là, ça permet de savoir quels sont les bons arbres à couper. Et quels sont, peut-être de se dire, en fait, le truc, fallait peut-être pas couper des arbres, fallait peut-être faire autre chose, en fait, pour mon énergie. Ou fallait commencer à attaquer la forêt par l'autre côté parce que les arbres sont plus accessibles, ou j'en sais rien. Et finalement, il y a ces 3 niveaux de je bosse, je vais au charbon. Il y a je fais en sorte que quand je vais au charbon, je suis plus performant parce que j'ai compris ça. Et ensuite, à un niveau encore plus macro, c'est ouais, mais attends, au-dessus de la forêt, en fait, si je regarde les choses de loin, je me rends compte que, ok, je vais passer 40 ans à couper toute la forêt, et après, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça sert à rien, quoi. Yes. Donc, c'est un peu l'idée de ce genre de contenu de fond qui vraiment, une fois que vous le savez, ça vous aide pour toute votre vie, quoi. Clairement. Voilà. Très long truc de la semaine. Pourquoi? Tout est relié de toute façon. Quel est le tien, Seb? Alors, le mien, c'est le nom de ma nouvelle boîte. Parce que du coup, je suis en train de travailler avec des amis sur ce nouveau projet. Donc en fait, c'est quoi? Ça va être un projet relié autour de notre chaîne YouTube qui fonctionne bien. J'avais annoncé il y a quelques épisodes qu'en fait, on s'est rendu compte que en France, dans notre secteur d'activité, on était les seuls survivants réellement qui font vraiment du contenu toutes les semaines. Ils sont hyper actifs, qui font encore des vues sur YouTube alors qu'il n'y a plus de hype sur le jeu parce que le jeu ne sort pas. Le jeu vidéo, on fait en gros des vidéos sur un jeu qui n'est pas encore sorti, qui sortira en 2021. D'ailleurs, on a eu la date. Tu peux le donner, le nom du jeu? Hytale. Hytale. Je crois que c'est le 3e jeu avec son trailer de lancement qui a fait le plus de vues. Ils ont fait 53 millions de vues, je crois, sur leur trailer de lancement. Donc, je crois que c'est le 3e jeu avec le plus de vues sur son trailer. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros. Et donc, on domine en France. En fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, à l'international, il y avait aussi de la place, et c'était le même constat qu'en France. Plus personne faisait rien. Du coup, on a commencé à lancer notre chaîne internationale. Et là, on est en train de structurer l'entreprise. Sauf que question, c'est que on a cette nouvelle boîte, mais on a aussi nos activités, 112 ventes. Mes collègues ont aussi des activités en freelance, etc. On se dit, mais en fait, on va regrouper ça, avoir une partie un peu agence au début parce que tant que le jeu n'est pas sorti, de toute façon, on peut pas faire de revenus. Et par contre, on va essayer de diviser un peu notre temps, de rassembler nos forces. Moi, je suis bon pour trouver des clients, mais du coup, après, j'ai plus le temps forcément pour exécuter. Donc là, le fait d'être ensemble, ça nous donne de la force de frappe. Et du coup, une fois que le jeu sera sorti, tout doucement, on déviera l'activité sur la gestion de ça essentiellement. Et l'agence, soit on gardera un pôle agence dans le projet et avec des personnes qu'on aura formées d'ici là, soit on trouvera des prestataires de confiance et on verra comment on fera la transition. Mais on terminera les projets, on verra. Bref,
il fallait un nom. Tu vois, et ça, c'est le nom, c'est vraiment la grosse question, Ah tu ouais, vois, un ouais, peu ouais. d'une boîte, quoi. Tu lances une boîte. Alors, au début, on commençait à rigoler, tu vois, on commençait à mettre nos noms de famille et mettre et fils à la fin, tu vois. Par exemple, moi, je m'appelle Sébastien Boer, tu peux mettre Boer et fils, tu vois. Mm. Genre un truc un peu charbon, tu vois. Mais bon, il fallait le faire quand même sérieusement. Finalement, Donc, c'est pas ça, quoi. finalement, c'était pas ça. On a fait un exercice que du coup m'a appris Charlotte Allégret. J'en avais parlé, tu sais, j'avais fait une intervention devant 350 personnes aux offices HLM de Saint-Étienne pour trouver un nom. Et Charlotte m'avait formé à cette méthode et j'ai réutilisé cette méthode adaptée pour nous. Et on a réfléchi un petit peu à ça et ça a super bien marché. Et je m'attendais pas à ce que ça marche en vrai, parce que c'est la différence, c'est que Charlotte nous donnait ce qu'il fallait faire et là c'était à moi de tout créer et tout inventer. Donc je vais vous la donner un petit peu, mais si vous voulez plus d'informations, contacter Charlotte, c'est elle qui a mis en place ça sur Causons-nous, c'est son site web. Pareil, il y aura le lien dans les notes de l'épisode. En gros, on a commencé, tu vois, par un truc un peu détente, c'est l'échauffement du cerveau. Donc en gros, on a imaginé une grosse soirée avec deux termes. Donc par exemple, là, on avait une courte échelle et un sauna pour la première soirée. Donc il fallait faire une soirée autour de ça. Après, on a une autre, c'est une crèche et une batte à piñata. Et en fait, ça, c'est quoi ça? C'est des mots, c'est vous qui les choisissez? ces mots, ou c'est au moi qui hasard? les ai choisis et je leur ai proposé. Mais au hasard ou c'est toi qui avais, ça te faisait kiffer ces mots-là, quoi? J'ai pris des mots qui me sont venus dans la tête. Okay, Donc, batte à piñata, je sais pas, peut-être qu'en psychologie, ce serait intéressant de creuser pourquoi j'ai pensé à ça, je ne sais pas. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert déjà à détendre l'atmosphère et à échauffer les cerveaux parce que du coup, ils ont 3 minutes, on a 3 minutes en groupe. Donc, il y avait 2 équipes, on était 5, donc une équipe de 3, une équipe de 2 pour chercher un concept de soirée et présenter aux autres. Et ça permet juste de commencer à activer et échauffer un peu ta créativité. Après, on rentre dans le vif du sujet et on commence à faire un petit bac qui va permettre de générer des idées, des mots pour notre futur nom. Et ce petit bac, en gros, il va être guidé. Donc un petit bac, pour rappeler, c'est vous donner une lettre. Par exemple, je dis A comme anamorphose et tu dois écrire des lettres, des mots avec la lettre qui commence par lettre A, en gros. Et donc, on avait 4 thématiques que j'ai imposées pour essayer de guider la créativité. Parce que la créativité fonctionne mieux quand il y a des contraintes. Sinon, on est trop large et ça sert à rien. Et donc, dans les post-it qu'on avait, enfin dans les thématiques qu'on avait, c'était réinventer l'existant. L'équipe, ça gagne. Nidouillet de pigargue, parce que délire avec les pigargues, tu sais, c'est les oiseaux, les gens qui disent que c'est des aigles, mais c'est des aigles américains en gros, c'est des pigargues. Et avec le drapeau sur des USA. C'est ça exactement. Et briller comme un phare. Ça, c'était les 4 thématiques que j'ai imposées. Et du coup, dans le petit bac, tu devais trouver un mot, par exemple, qui commence par la lettre A pour chaque thématique. Ça permet de contraindre et d'avoir une liste de mots. Dès que quelqu'un a trouvé ces 4 mots, il tape dans les mains, on passe à une autre lettre. Et on a fait ça, je sais pas, on a dû faire ça pendant 10-15 minutes. Donc on a généré beaucoup de mots, on était 5. On a généré beaucoup de mots et puis après on a dispatché les mots en 2 équipes. Bon, à chaque fois on remélangeait les équipes pour que ce soit un peu différent. Et là on est passé à un filtre, premier filtre à aider qui est doit, ne doit pas. Par exemple, le nom doit être joyeux, positif et doit mettre en avant, par exemple, le collectif et ne doit pas, par exemple, être un marqueur de métier, tu vois. Genre bûcheron, s'il y a bûcheron, ça marche pas, tu vois, parce que c'est un marqueur de métier. Du coup, ce filtre permet d'éliminer quasiment tout, ce qui n'est pas en rapport avec ça et de garder vraiment que l'essentiel. Ensuite, tu as un deuxième filtre qui s'appelle devrait, pourrait. Donc, en gros, par exemple, le nom devrait être compréhensible par tous, être identifiable, être fédérateur, rendre fier. Et puis, il pourrait faire la différence, être décalé, être une référence. Mais ça, c'est vous qui définissez les devraient et les pourraient. C'est moi qui les définis avant. Charlotte, non, c'est vous. Ça. Non. Charlotte m'a donné le processus parce qu'on l'a appliqué. Et moi, j'ai préparé l'exercice. Donc, par exemple, l'émission, c'était de trouver les thèmes pour le petit bac, de lister un peu les filtres. Qu'est-ce qu'on voulait que ça passe ou ça passe pas. Le principe des filtres, en fait, c'est d'éliminer. C'est-à-dire qu'au petit bac, c'est vous qui définissez vos contraintes et vos filtres, en gros. C'est ça, en gros. Enfin, c'est moi qui les fais. C'est la personne qui organise ça qui le fait. D'accord. Et qui le présente aux autres. Les autres n'étaient pas au courant de ce qu'on allait faire avant de le faire. En gros, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais en gros, du coup, c'était assez cool. Le filtre a pour but d'éliminer quasiment tout ce qui s'est trouvé dans le petit bac. Parce qu'en petit bac, on s'est retrouvé peut-être, avec 500, 1000 idées différentes. Et l'idée, c'était de supprimer quasiment tout pour garder vraiment l'essentiel. On a pu améliorer aussi les idées, on a pu combiner des idées, faire des baselines, faire des choses voilà. On a mixé ça. Et à la fin, on s'est retrouvé avec 3 idées et on a repris ce système de cercle d'or, sauf que j'en ai fait des carrés parce que sur PowerPoint, c'était un peu plus chiant. Et du coup, on a fait, en gros, 3 symboles, objets et icônes qui inspirent notre idée.
3 envies d'action que suscite l'idée et 3 émotions que suscite l'idée. Et l'idée qui a gagné, parce qu'à la fin, du coup, on avait 3, on est passé de 1000 idées à 3 vraiment très concrètes avec ce quoi, comment, pourquoi, finalement. L'idée qui est restée, c'est so molto, des nachos et un canapé. Donc, en fait, ce terme est venu du mot moltoné, qui est sorti du petit bac à la base. Quelqu'un qui écrit moltoné quand j'ai dit M. Et en fait, on s'est rendu compte que so molto, ça voulait dire quelque chose. En italien, ça veut dire beaucoup de savoir. Donc, c'est assez marrant. En fait, en faisant je sais beaucoup, ça veut dire. Ouais, voilà, je sais beaucoup de choses, en gros. Ouais. Donc, c'est assez marrant parce que, du coup, on a un terme qui est vraiment cool, qui sonne bien, je trouve, et so molto, tu vois. So molto. Ouais. Et donc, du coup, dans les symboles, idées, objets, icônes que ça inspire, on a canapé moltoné, nachos, parce qu'il y avait le mot nachos qui était sorti aussi sur le petit bac, lampe, ampoule, dans le sens des idées, tu vois. Puis l'idée d'avoir un canapé un peu, tu sais, vraiment douillet et confortable, ouais, voilà, c'est ça. C'est chaleureux, quoi. C'est ce que je vous ai dit, parce que tu m'en as, voilà. Yes. Tu m'as livré un peu les résultats de ce processus et c'est ce que je t'ai répondu, ouais. C'est ça, donc voilà, et puis la petite lampe en haut, et puis le bol de nachos à côté. Je vois bien le truc, ouais. Les 3 envies d'action, ça serait partager, réfléchir, se détendre, tu vois, créer ensemble en quelque sorte. Et 3 émotions que suscite l'idée, on a absorbé, rassasié d'idées, c'est-à-dire qu'en gros, ok, on a géré les idées, on a réfléchi à des trucs, puis après on a des choses très concrètes et c'est bon, on peut passer à l'action. Et puis revigorer, le fait de réfléchir ensemble, on se met bien, on est bien ensemble. Ouais, on se sent mieux. Et après, le quoi, comment, pourquoi, qui sont aussi affinés. Donc le quoi, ça serait, on va commencer du coup par le pourquoi, pour que les gens, donc clients et staff, se sentent à l'aise, utiles, produisent des idées et rassasient à la fin en recevant les idées des autres. Comment? Un endroit pour accueillir les clients, pour réfléchir, se détendre entre nous, partager et créer nos idées. Parce que finalement, c'est un peu ça, notre projet ITLFR, ça se rentre aussi là-dessus essentiellement. C'est, ok, on a une idée, comment est-ce qu'on la crée et qu'on la met en œuvre en fait. On a eu l'idée au début de créer un site d'actualité sur le jeu, mais après, c'est à nous de le faire finalement. Et si on le fait pas, ça marche pas. Et après, le quoi, un grand canapé molletonné, un bol de nachos et une lampe éclairant l'espace. Voilà. Donc du coup, on a déjà l'idée, si un jour on a un local ou quoi, on sait exactement l'entrée, tu vois. T'auras un canapé bleu avec une lampe dessus et un distributeur de nachos, pourquoi pas, tu vois, soyons fous. Ouais. Donc voilà, et c'est un exercice vraiment intéressant. Ça nous a pris 2 heures, mais on a vraiment rigolé, c'était super sympa. Et en même temps, voilà, c'est un exercice super bien quand on est en équipe, parce que non seulement ça soude l'équipe, ça nous fait passer un bon moment, et en même temps c'est sérieux, puisqu'on va quand même à la fin générer un nom, c'est hyper important. Un nom de boîte, c'est capital, c'est sur tes factures, c'est à la fin de ton adresse mail, c'est ton identité, et je peux commencer à le pitcher à des gens, et globalement, les gens aiment bien, donc c'est chouette, quoi. Ouais, donc, cool. Très bon exercice. Et c'est un peu comme le pourquoi, dans le sens où quand tu le fais, quand tu es en tant que facilitateur, la personne qui va aider les gens à le faire, tu as toujours cette question, est-ce que ça a marché? J'ai peur que ça marche pas, tu vois. Et en fait, ça marche quasiment tout le temps. Chaque fois qu'on l'a fait, ça a marché, en fait. Tu fais ce processus-là. Donc voilà. Donc merci Charlotte, qu'on a eu sur l'épisode. Une autre manière de merci Charlotte, par procuration, pas indirectement. Non, merci. Et c'est une autre manière de trouver le pourquoi aussi, comme quoi il n'y a pas qu'une seule méthode, mais il y a des processus en tout cas qui permettent de vraiment faire sortir ce qu'on a déjà en nous. Yes, exactement. Et d'ailleurs, Charlotte a elle aussi réfléchi dans son livre, réussir son projet collaboratif, 40 étapes avec la méthode explorateur économico-social. Elle s'est inspirée aussi de beaucoup d'outils qu'elle a vus pour recréer les siens, essayer de les rendre les faciliter avec la facilitation graphique notamment. Et toute la partie sur le pourquoi de Simon Sinek, elle l'a beaucoup théorisé, réfléchi et a créé des outils aussi pour simplifier un petit peu ça. Okay. C'est vrai que finalement, la façon dont on l'a fait, je pense que c'est encore à affiner parce que le pourquoi, pour moi, il n'est pas assez fort, il pourrait être plus puissant sur le projet, mais c'était l'idée d'avoir une idée de base, tu vois, et après de pouvoir l'affiner. Et après, tu as toute la culture de la boîte, et là, on va refaire une étape où on va vraiment utiliser le outil de Simon Sinek pour dire, OK, maintenant, on va réfléchir en profondeur à ce sujet-là. Et voilà. Donc, trop bien, ça nous a bien fait kiffer. Et en plus, so molto, c'est cool. Ouais, voilà. Ça sonne bien. Je pourrais commencer à bientôt les intros de Systemator par c'est Seb de so molto. Ça serait stylé. Mais 112 ans, ça ne s'arrête pas non plus. Ça reste une marque et qui subsistera et qui sera dedans. Donc voilà, rassurez-vous.
Voilà pour ce très long épisode. J'espère qu'il vous a plu. En fait, c'est pas si long que ça, 1h18, 19, ça m'a fait pire. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un peu des bonnes pistes de réflexion. Trouver son pourquoi, du coup, de Simon Sinek. C'est un livre des éditions Pearson. Ça coûte 27,50 €. Et sinon, vous avez, si vous n'avez pas envie de lire, ou si vous avez besoin de quelqu'un pour le faire, dans les notes de l'épisode, vous avez l'offre qu'on vous a proposée dans le Activator. Et les deux sont compatibles. Vous pouvez acheter le livre aussi et faire appel à nous. Vous pouvez ne rien faire. Vous pouvez juste acheter le livre et le faire de votre côté. Vous pouvez juste faire appel à nous. Ou manger des nachos. Ou manger des nachos. Mais le plus important quand même, c'est vraiment de passer à l'action parce que ça apporte énormément de clarté, quoi. C'est clair. Et voilà, pourquoi la plus secret pour vous, quand on vous dira c'est quoi ton pourquoi, vous saurez quoi répondre, vous saurez que du coup, vous avez ce travail que vous pouvez faire et qui va vous aider en tout cas. Voilà. Systemator.tech, TECH, évaluation sur Apple Podcast, ça serait cool. Les commentaires aussi, on les lit et on les lit même dans l'épisode. Donc voilà, merci à vous pour votre fidélité. Puis on se dit à lundi prochain. À la prochaine.